Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece, parce que les spoils sont sortis. On va discuter un petit peu de tout ça. Il y a 2-3 petites informations qui sont assez sympas. Et encore une fois, des théories validées, les gars. Je suis trop content, comme d'habitude. Plus les chapitres avancent et plus tout ce que je dis, c'est pertinent. Donc je suis assez content. Je dis pas que des trucs vrais, mais en ce moment, c'est un truc de ouf. Le ratio, des fois où je me trompe et les fois où j'ai raison, c'est un truc de ouf. Donc voilà, les gars, trop fier de moi, trop content. Donc là, on va commencer par ça. À la fin du live, on fera une petite analyse, des petites théories, etc., etc. Mais voilà, on va commencer comme ça. Et juste avant, pour l'auto-promo, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, follow, commenter pour la team YouTube, parce que voilà, ça nous aide pour le référencement et l'algorithme. N'hésitez pas aussi, si jamais vous avez envie et que vous le pouvez, n'hésitez pas à prendre la petite souscription, parce que voilà, ça nous aide de manière financière à développer les nouveaux concepts, à développer le matos, etc., etc. Donc voilà. Sinon, il y a le Twitter, le Discord, on en parlera plus tard, mais voilà, vous avez capté, les gars. N'hésitez pas pour soutenir, vous savez exactement comment faire. Et un petit merci d'ailleurs à tous ceux qui le font. Je vois les gars sur YouTube, je vous vois les gars, c'est trop gentil les gars, vous êtes adorables, c'est une masterclass, je vous vois, vous commentez toutes les théories, vous commentez toutes les vidéos et tout, franchement, vous êtes vraiment les meilleurs, merci infiniment. Donc let's go, je vous mets la petite capture comme d'habitude, on va commencer directement avec les spoils du chapitre, on va discuter de tout ça, donc let's go les gars. C'est parti, donc on commence avec ce chapitre 1126 qui s'appelle Vengeance. Donc la première phrase, c'est l'équipage de Shanks vs l'équipage de Bartholoméo. Donc voilà, déjà ça, c'est la partie théorie validée, pourquoi? Parce que je vous avais dit que Shanks n'était plus présent sur l'île d'Elbaf. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens disent ça. Mais nous, quand on disait ça, c'était à l'époque où on voyait Shanks sur Elbaf. Tout le monde disait, ça y est, Elbaf, ça va être le moment où Shanks va pouvoir rencontrer Luffy, etc., etc. Ce qui est tout à fait pas impossible. Mais nous, on avait déjà théorisé depuis longtemps que Shanks était pas censé rester longtemps sur Elbaf. Parce que c'est toujours comme ça. Quand il est à un endroit et qu'il commence à partir, il part pour très longtemps. On avait fait le rapport avec le fait que, à l'époque, quand Luffy habitait encore au Mont Corvo, dans le bar, quand Shanks partait, il partait pour de bon. Et il partait vraiment très très longtemps. Et quand il revenait, c'était vraiment des mois et des mois après, ou voire des années plus tard. Donc tout ça pour vous dire que on avait raison sur le fait que Shanks est bel et bien plus à Elbaf, ce qui est totalement logique. Je sais qu'aujourd'hui, on a pas mal qui sont d'accord avec moi maintenant, mais au début, dire le contraire, c'était un sacrilège. Donc voilà, assez content de ça. Donc sinon, l'équipage de Shanks vs Bartholoméo. Donc les gars, là, c'est aussi les répercussions de ce que Bartholoméo avait fait dans les mini-aventures. Il avait détruit le pavillon de Shanks et du coup zoné un peu dans le territoire d'un empereur. Et aujourd'hui, il en paye le prix parce que vous allez voir, il se passe quand même quelques petits trucs assez moches. Mais vous allez voir, c'est trop bien décrit. Donc les pirates de Bartholoméo sont vaincus et les pirates de Shanks leur donnent un poison destiné à tuer Luffy en un mois. Donc en gros, je vois bien Shanks un petit peu forcer Bartholoméo soit à donner le poison ou quelque chose comme ça, essayer de faire le méchant. On connaît Shanks, hein. C'est vrai que Oda joue un petit peu avec ça parce que il fait vraiment passer Shanks pour un méchant, il fait tout pour que justement les gens doutent de son honnêteté. Et au final, quand on voit ça, on comprend que tout ça c'est pas réel. Mais vous allez voir. Cependant, Bartholoméo boit lui-même le poison pour sauver Luffy. Mais le poison s'avère être un faux. Il s'agissait simplement d'un test de loyauté de la part de Shanks. Donc voilà, tout est cohérent, tout est logique. Pourquoi? Parce que Shanks, jusqu'à preuve du contraire, et en fait, il n'y a pas vraiment de place au fait qu'il pourrait être méchant, parce que voilà, tout a été dit, c'est avéré, c'est acté. Shanks est bel et bien un gentil. Il a hérité de la volonté de Roger, une partie en tout cas. Et aujourd'hui, ça peut pas être un méchant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent voir un Shanks mastermind. Oda l'a dit pendant le film Red, on saura la finalité de savoir si Shanks est gentil ou méchant. Et on a eu la réponse. Shanks est bel et bien gentil, quoi qu'il arrive. Je pense pas que ce soit possible. Et puis il y a un autre truc aussi. C'était Yasop. Voilà, ça c'était l'argument de taille avant qu'on ait la révélation du film Red il y a très longtemps. Le problème c'était Yasop. Pourquoi? Parce qu'en fait Yasop c'est le héros de son fils Usopp. Et en fait l'histoire peut pas se terminer sur le fait que le héros d'Usopp soit son père qui en fait n'est pas quelqu'un de bien, qui est tout simplement quelqu'un de mauvais. Donc ça c'était pas possible. Et en fait l'histoire devait se terminer bien pour Usopp. Parce que voilà, on est dans un shonen, c'est à la base fait pour les enfants. Donc vous comprenez, Usopp ne pouvait pas genre finir sur quelque chose qui le entrait à vie, tu vois, après le manga. Donc à part s'il mourait peut-être, on sait pas. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était les arguments principaux à l'époque. Et là maintenant aujourd'hui, avec ce test de loyauté, on comprend assez facilement que Shanks c'est quelqu'un de bien. En tout cas, je l'espère que tout le monde a compris ça. Et si vraiment c'est quelqu'un de mauvais, je pense que Oda nous aura bien retourné le cerveau tout ce temps. Choqué, mais c'est la vie. Ok, alors que les pirates de Bartholoméo tentent de s'échapper, Yasop leur tire dessus et le bateau de Bartholoméo explose en mer. Donc ça c'est ouf. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, c'est que Yasop, ça pourrait être quelqu'un de très très puissant parce que s'il tire déjà, on suppose qu'il tire. Je suis pas sûr que ce soit avec un canon ou pas, il n'y a pas de
précision par rapport à ça, mais Yasop, on le connaît, c'est un gars qui joue avec les guns et tout, tu vois, donc je vois bien tirer au gun. Et le fait que la déflagration de sa balle soit explosif, c'est peut-être parce qu'il a enduit la balle de Haki du Ryo, du coup ça ferait que la détonation soit explosive et gigantesque. Ça, ce serait légendaire. Ce serait des informations vraiment lourdes par rapport à ça, et par rapport par exemple au power-up d'Usopp qui pourrait arriver à Elbaf. D'ailleurs, cette phrase invalide la théorie du fait que ça pourrait être Yasop qui serait à Elbaf. Pourquoi? Parce que Elbaf, c'est potentiellement l'île d'Usopp, et l'île d'Usopp serait potentiellement là où il gagnerait le plus gros power-up, et potentiellement le fait que son père puisse arriver sur l'île à ce moment-là, pour l'aider, hein, tout simplement à glow up, ça pourrait être sympa dans le sens où dans le scénario ce serait lourd, le fait que son père forme les Mugiwara, enfin en tout cas Usopp en particulier, et qu'Usopp gagne un power-up grâce à son père. Donc voilà, ça aurait été une théorie qui était plutôt possible, hein. D'ailleurs ça justifie un petit peu qui est la personne qui se trouvait à la fin du chapitre 1124, je crois, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et au final, on sait toujours pas parce que c'est pas Yasop, parce que Yasop n'est plus sur Elbaf. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on commence à éliminer petit à petit certaines personnes. Donc à voir quel membre de l'équipage de Shanks pourrait être présent dans ce chapitre-là, ce sera toutes ces personnes-là qu'on pourra éliminer comme étant la personne qui était présente dans la fin de l'arc d'Egghead sur Elbaf. Donc voilà, la personne en noir, la personne en ombre, je pense que vous savez très bien de qui je parle. Donc voilà, je pense que là, pour le coup, on aura quelques petites informations assez sympathiques. Ensuite, on a 2 jours après l'incident d'Egghead, le Thousand Sunny disparaît en mer avec Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Chopper et Usopp. Donc voilà, je pense que là, Oda commence à mettre un petit peu l'intrigue de Elbaf en place. Pourquoi? Parce qu'Oda nous donne des informations par rapport à l'extérieur de ce qui se passe dans la trame principale, dans le voyage principal de Luffy, donc tout ce qui se passe dans le monde. Et de l'autre côté, on a aussi des informations sur ce qui se passe actuellement dans l'arc. C'est-à-dire, et l'arc, je dis bien arc entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore dans l'arc d'Elbaf. Je pense que l'intrigue commence à se mettre en place, exactement comme Punk Hazard, où on arrivait aux abords de Punk Hazard, on avait eu le petit coup d'escargophone pour savoir qu'il y avait quelqu'un qui découpait tout le monde, et en fait, ce quelqu'un s'avérait être Kinemon, etc., etc. Et c'est ce qui a permis aux Mugiwara d'être attirés sur l'île. Donc ça, c'est des petites pièces qu'on met en place pour mettre aussi en place l'intrigue qui va se passer sur Elbaf. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, dans les prochains chapitres, je pense qu'on va commencer à s'introduire dans Elbaf, mais qu'on va encore avoir des informations sur le reste du monde. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai pas tout dit, mais il y a encore des infos qui sont données qui ont rien à voir avec la trame principale. Voilà, donc là j'avais oublié de lire un truc, mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que Teach retourne sur l'île de la Ruche, furieux contre Alvaro Pizarro d'avoir permis à Komi de s'échapper, mais il félicite Kuzan d'avoir capturé Garp. Donc là déjà on a une réponse claire et nette. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient ouais, Garp est mort, machin chose, machin. Garp mort en off, jamais de la vie, au grand jamais. Déjà qu'Oda ne tue pas beaucoup de personnes dans le présent, comment vous voulez que Garp il meurt, le grand-père de Luffy, le grand-père aussi de Ace, comment vous voulez qu'il meure comme ça en off? C'est pas possible. Donc voilà, maintenant on a la révélation sur le fait qu'il est vraiment pas mort, il a juste été capturé, et du coup cette information peut être intéressante. Pourquoi? Parce que je pense que la capture de Garp pourra potentiellement servir de monnaie d'échange pour pouvoir intégrer le gouvernement mondial. Et ce serait même assez beau et assez bien fait d'Oda. Pourquoi? Parce que Garp, qui a toujours servi la marine, qui a toujours détesté les dragons célestes, qui a toujours tout fait pour que la justice soit rendue, mais tout en intégrant jamais les Tenryubito, parce que pour lui, intégrer les Tenryubito, quand je dis intégrer, c'est obéir aux ordres des Tenryubito, ça voudrait dire être obligé de salir un petit peu sa propre justice. Quand on a tout ça devant les yeux, on comprend assez facilement que Garp est pas familier avec tout ce qui se passe du côté des Tenryubito, mais que en contrepartie, il a quand même une belle justice, même si malheureusement il a dû faire des choses contre son gré toute sa vie. Mais la vérité est que il aime pas les Tenryubito. Et du coup, là, ce qui est beau et ce qui est bien fait d'Oda, c'est justement que là, en fait, Garp, pour sa survie, et ben le fait qu'il soit échangé comme monnaie d'échange pour intégrer des pirates dans le gouvernement mondial, donc comme pays affilié, ça montrera aussi toute l'absurdité de sa justice entre guillemets, parce que lui, qui toute sa vie s'est battu contre les pirates sans foi ni loi, qui enfreignaient toutes les règles et qui s'en prenaient à des gens lambda, et ben là il va servir de monnaie d'échange pour que sa vie soit préservée, tout simplement. Pour faire simple, Barbe Noire c'est les méchants, là on peut pas le nier, le gouvernement mondial alias la marine c'est censé être les gentils, et du coup les gentils ils vont faire rentrer les méchants dans le bon camp, et la monnaie d'échange en soi c'est Garp. Et en fait toute l'ironie de sa vie au pauvre Garp, c'est que voilà, toute sa vie il a lutté contre les pirates pour la justice, et au final il va servir pour faire tout le contraire de ce qu'il pensait. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être pas mal, je l'espère en tout cas. On verra si cette théorie
est validé ou non, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ok, on passe à la suite. Donc le reste de l'équipage du chapeau de paille ainsi que Bonnie, donc eux ils sont restés sur le navire des géants, sur le Thousand Sunny qui disparaît en mer avec Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Chopper et Usopp, et ben ils vont être séparés du reste de l'équipage. Donc je pense qu'il y a Robin, Jinbei, Franky et Brook. Donc là on a vraiment deux chemins qui se tracent. Donc est-ce que ce sera quelque chose où ils vont être séparés vraiment longtemps, très très long, ou est-ce que ça va être quelque chose de très rapide, histoire de voilà créer un petit peu d'intrigue, un petit peu de tension dans tout ça? Mais moi je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que je pense que ce serait tellement bien que ça se passe comme ça. Alors pour moi c'est simple. Pourquoi Oda a décidé de séparer un petit peu le camp, on va dire Luffy, etc. et le camp navire d'Elbaf, etc. pour en fait intégrer deux endroits distincts d'Elbaf qui sont en contradiction eux-mêmes. Et ce serait pas magnifique d'avoir deux visions différentes? C'est-à-dire qu'une partie des Mugiwara, ils vont rejoindre les géants, Dory, Brogy, etc., etc. et ils vont aller, du coup, du côté des villageois, des alliés de base, tu vois. Et de l'autre côté, on aurait Luffy, Zoro dans le Thousand Sunny qui, eux, seraient du côté du roi, de Loki, des dieux Az, etc. pour justement faire une contradiction et avoir deux visions d'un même problème. On se rappelle un petit peu de Dory et Brogy qui se battaient tous les deux pendant 100 ans juste parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui a chassé le plus gros monstre marin. Et du coup, quand on voit ça et qu'on prend ça en compte, on voit qu'en fait, il n'y a pas de logique, il n'y a pas un bon camp et un mauvais camp. Et là, il pourrait y avoir exactement la même chose à Elbaf. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait la séparation des Mugiwara à Elbaf et chacun d'eux, aiderait un petit peu chacun des deux parties. Et au final, à la fin, quand ils feraient les comptes, ils diraient ouais, mais vous avez fait ça, vous avez fait ci. Ouais, mais eux, ils ont fait ça, ils ont fait ci. Et au final, on se rendrait compte qu'il n'y a pas réellement de problème concret, qu'il n'y a pas de méchants et de gentils, et qu'au final, ils se battent juste pour défendre leurs intérêts, etc. Et les Mugiwara seraient au milieu de tout ça. Et ce serait magique. En plus de ça, t'ajoutes toutes les théories qu'on a faites sur le côté féerique, le côté fable d'Elbaf, le côté viking, fée, elfe, tout ce qui est les Jotun. T'ajoutes aussi les dieux Az, potentiellement les nains, avec potentiellement des personnes qui forgent des armes de légende, potentiellement que Zoro pourrait avoir un power-up sur ses lames. Je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs, parce que voilà, les forgerons nains sont très tricotés et sont très respectés dans l'univers des vikings, donc je pense, sincèrement, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a plein de choses, il y a plein de théories, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, la séparation de l'équipage pourrait avoir un impact ultra positif sur la suite de la narration, étant donné qu'on pourrait avoir vraiment deux confrontations différentes, deux aspects de l'île différentes, et en plus de ça, ça permettrait à Oda d'aller beaucoup plus vite dans son arc, parce que s'il avait laissé grouper tout l'équipage, on aurait dû voir l'équipage se déplacer de A, point A, point B, alors que là, suivre une double narration avec deux côtés serait magnifique. D'un côté, tu vois ce qui se passe dans le village en bas, de l'autre côté, tu vois ce qui se passe au château d'Elbaf, potentiellement après, ils vont bouger, aller dans l'arbre gigantesque d'Yggdrasil. Frère, c'est moi déjà juste ça, là, juste les quelques informations, ça me hype de malade mental, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Donc voilà, ensuite on a quoi? On a Lilith et les géants sont toujours sur le navire d'Elbaf, en état de choc. À la fin du chapitre, Nami se réveille dans une pièce étrange. Donc voilà, on a un petit peu d'informations par rapport à où ils sont, etc., etc. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont sur un navire étrange, donc pas sur leur navire. Ça, c'est une certitude, et ça montre un petit peu que le fait de se séparer va prendre, pour moi en tout cas, pour l'instant, d'après les informations qu'on a, un tournant très rapide. Pour moi, très rapide, ça va être légendaire. En tout cas, je kiffe de ouf ce petit chapitre. Donc passons à l'analyse, on va récapituler un petit peu tout ça, histoire d'avoir quelque chose de, je sais pas de cohérent, mais bon, voilà, d'avoir quelque chose de quali, de carré. Merci les gars d'avoir regardé cette première partie. Je mettrai la deuxième partie juste en haut à droite, n'hésitez pas à la regarder parce que c'est vraiment tous les éléments complémentaires de cette vidéo avec une analyse un peu plus poussée. Et puis si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas les gars, parce qu'en vrai ça nous aide énormément, que ce soit le petit like, le petit follow, le petit commentaire pour nous aider dans le référencement ou dans l'algorithme. C'est tout aussi important que la petite souscription YouTube. Si jamais vous pouvez, que vous le voulez, n'hésitez pas, ça coûte pas très cher et vous avez accès à plein de choses en exclusivité. Voilà les gars, merci encore, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.